Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire dédié à l'IA et les dispositifs médicaux. Donc, avant de commencer, on est nombreux aujourd'hui, on est quatre, donc on va faire un rapide tour de table. Donc, moi, c'est Nicolas Leroy, donc ergonome, spécialisé en dispositifs médicaux et co-dirigeant de la société Use Concept. Tout à Thomas. fait. Et moi, Thomas Achard, ergonome aussi au sein de la société Use Concept. Donc, à côté de nous, il y a Fabien qui est derrière son écran, qui gère un peu la technique et qui va gérer vos questions. C'est ça, je peux même activer très rapidement la caméra. Bonjour à tous. Donc, comme l'a dit Nicolas, à la fin de ce webinaire, on prendra un petit temps pour répondre aux questions. Donc n'hésitez pas à poser vos questions directement dans l'onglet conversation ou questions et réponses. Et puis, voilà, on prendra un petit temps à la fin pour y répondre. Et enfin, on va laisser la parole à Cyril. Merci Nicolas. Bonjour, Cyril Michaud, consultant chez MD Sorin, spécialisé dans le logiciel dispositif médical, pour faire court. Ok, bon, de toute façon, on se présentera rapidement un peu plus juste après. Donc, le webinaire on a prévu une durée de 1 heure, donc 11h midi. Mais je pense qu'il y a beaucoup de contenu, donc avec les questions, il est possible qu'on déborde un petit peu. Mais voilà, nous, tant qu'il y a des questions, et tant que vous êtes présents, on pourra déborder un petit peu sur l'horaire prévu. Alors rapidement, hein, pour ceux qui ne connaissent pas Use Concept, donc on est une société spécialisée en ergonomie des dispositifs médicaux. Donc on est situé dans le nord de la France, sur le campus du CHR de Lille, mais on rayonne partout en France, voire même au-delà des frontières. On est spécialisé dans l'ergonomie des produits de santé, donc surtout dispositifs médicaux, aussi un petit peu pharmaceutiques, et on accompagne les fabricants et les labos pharma dans toutes les étapes de conception et d'évaluation du produit, autant pour la partie interface en elle-même, donc que ce soit des logiciels ou des dispositifs plus physiques, mais aussi pour la partie réglementaire, avec notamment des salles de test pour faire toutes les évaluations d'aptitude à l'utilisation et accompagnement par rapport à la norme 62 366. Donc voilà, pour la présentation très rapide, hein, n'hésitez pas à nous contacter après si vous voulez plus d'informations. Donc j'en profite pour faire petite pub entre guillemets pour notre chaîne YouTube, hein, notamment parce que c'est là où vous retrouverez les anciens webinaires qu'on a pu faire, hein, sur le domaine de l'ergonomie et des dispositifs médicaux. Donc, et cette session, hein, d'aujourd'hui, sera dans les fin de semaine, début de semaine prochaine, sera mis sur notre chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à vous y rendre si vous voulez voir les anciennes vidéos en fait. Et un petit teasing, hein, pour les prochains webinaires. Donc, il y en a un qui est prévu le 28 avril, donc qui portera sur les aspects études consommateurs. Donc, en fait, l'idée, c'est de se dire que quand on fait une démarche d'aptitude à l'utilisation, ça a certains coûts en temps, en investissement, en argent. Et donc, il y a une possibilité on va dire, de rentabiliser, de faire un gain d'échelle par rapport à ça, en intégrant les études consommateurs et UX, expérience utilisateur classique. Donc, je vous détaillerai ça le 28 avril. Et le 18 juin, j'aurai le plaisir d'animer un webinaire avec le GMED. Donc le titre n'est pas encore défini, mais globalement, ça apportera sur les bonnes pratiques de constitution du dossier technique, d'aptitude à l'utilisation, et un peu, on se basera aussi sur le retour d'expérience du GMED. Voilà, maintenant je passe la parole à Cyril qui va faire pareil pour MD101. Oui, quelques mots très rapidement sur MD101. Donc MD101 est une société qui est conseil en market access, on pourrait le dire comme ça, hein, tout au long du cycle de vie du dispositif médical. Nous avons bien sûr une activité en assurance qualité affaires réglementaires, ainsi qu'affaires cliniques, hein. Nous avons une équipe dédiée qui réalise des évaluations cliniques pour les fabricants de dispositifs médicaux. On travaille aussi sur le remboursement, voilà, et on travaille aussi sur d'autres aspects un peu plus en amont, comme le conseil stratégique, et enfin, en aval, les stratégies commerciales et marketing, ainsi que le management opérationnel d'une société. Et pour le parti logiciel, on a aussi une activité relative à la cybersécurité, et notamment le dépôt de dossiers, en particulier pour la FDA, où la cybersécurité est un véritable sujet. On est certifié ISO 13485, donc je mets ça fièrement sur la planche de présentation, que nous avons notre certification ISO 13485 par le bureau Veritas France. Je passe à Thibaut. C'est bon, oui, donc là, voilà. Et juste aussi pour faire le parallèle avec Use Concept, donc on a une page YouTube dédiée qui s'appelle les experts MedTech, Webinars and Trainings. Vous pouvez retrouver des webinaires qu'on a fait
Donc c'est un petit peu ancien, mais voilà, vous pouvez trouver certainement de la valeur sur des choses sur des sujets qui peuvent toucher à l'assurance qualité, affaires réglementaires, mais aussi d'autres sujets relatifs justement à la stratégie commerciale, d'autres sujets comme ça que vous trouverez sur notre page YouTube. Voilà. Ok, donc merci. Donc je vais faire alors très rapide une introduction en 2 diapos sur l'IA, notamment sur les aspects facteurs humains. Et après, donc ça sera Cyril qui fera sa partie sur l'aspect, on va dire plutôt développement réglementaire. Et après, il y a Thomas qui fera la deuxième partie sur les aspects vraiment aptitude à l'utilisation et ergonomie. Voilà, sans faire une introduction très longue hein, sur l'IA, je pense que vous connaissez tous à peu près le domaine maintenant. Donc, l'objectif, c'est comme d'aider les humains à réaliser leurs tâches, hein. Donc, il y a plein de versions d'IA différentes. Tous les jours, on en découvre. Globalement, hein, ce qu'on peut identifier, c'est que ça permet d'utiliser plus de connaissances. Voilà, il y a toutes les données qui sont renseignées dans les bases informatiques. Ça permet une certaine fiabilité dans l'exécution. Donc, il y a moins de fluctuations hein, dans l'attention. Il y a c'est un système informatique. Donc, voilà, il y a pas de mauvaise nuit qui a été passée ou il n'y a pas d'attention qui baisse. Et il y a aussi une certaine rapidité dans l'exécution. Enfin, en très, très, très grande ligne. Alors là, je ne vais pas vous refaire aussi un cours sur ça, mais juste j'ai repris un découpage qui a été publié sur le site de l'INSERM sur les différents types d'IA dans la santé. Donc, on retrouve médecine prédictive, précision, l'aide à la décision, qui est un domaine extrêmement important, mais c'est aussi dans l'application, dans les gestes techniques, hein, les robots, enfin, les robots compagnons plutôt pour les patients, mais les chirurgies assistées par ordinateur, la prévention, et ainsi de suite. Donc, il y a énormément de domaines de l'IA qui s'appliquent au domaine de la santé. Et si, juste si on fait un retour sur les aspects ergonomie, en fait, on s'aperçoit que les aspects, au-delà de l'IA, il y a l'aspect d'automatisation. C'est-à-dire que maintenant, depuis 80 ans, voire peut-être même un peu plus, hein, à partir du moment où il y a une automatisation des tâches liées bah, à l'industrialisation, hein, donc en fait, la question s'est posée dans le domaine ergonomie de l'impact sur l'activité, sur l'utilisateur. Et finalement, plus les tâches sont automatisées, bah, plus l'activité change et plus l'utilisateur prend une distance par rapport à ce qu'il fait concrètement. Donc ça s'est vu avec l'automatisation mécanique, après il y a eu l'électronique, c'était des LED qui s'allumaient, des synoptiques, après il y a eu l'informatique qui a pris un peu le relais, et maintenant avec l'IA, on voit que ça continue, voire même ça s'accélère. Les fonctionnalités sont de plus en plus évoluées, et là, avec un temps de développement qui est maintenant très très rapide, et tous les jours on voit des nouvelles applications débarquer. Donc l'idée, c'est au moins de se poser la question de quel est l'impact sur l'usage, quels sont les avantages et quels sont les points d'attention, quels sont les risques particuliers par rapport à ça. Donc les avantages, donc, les tâches sont moins répétitives. Là, l'utilisateur est plus en supervision de processus. Et ça améliore la surveillance de paramètres ou détection d'anomalies. Voilà, finalement, une machine est bien plus performante qu'un humain à surveiller le dépassement d'un seuil que la personne qui reste à surveiller ça à H24. Donc ça, c'est comme des avantages. Par contre, les risques hein, classiquement identifiés, donc c'est une surcharge cognitive. Finalement, on a plus d'informations à gérer qu'avant l'automatisation. Il y a les risques d'un mauvais dialogue homme-machine, hein. Thomas en parlera beaucoup plus longtemps que moi, mais si l'interface utilisateur est mal faite, bah, finalement, bah, l'utilisateur ne comprend pas ce qu'il doit faire ou l'interprète mal ce qui est affiché sur l'écran, et ce qui peut avoir des dommages, qui comportent des risques particuliers. Et on a les risques classiques hein, de baisse de vigilance. Finalement, comme l'utilisateur devient juste surveillance de processus, bah, finalement, il peut presque s'endormir. En tout cas, sa vigilance s'estompe. Et en cas de difficulté, bah, on peut très bien ne pas réagir suffisamment rapidement. Et enfin, il y a le phénomène qu'on commence, qui est connu, mais qu'on identifie aussi de plus en plus avec l'IA, c'est la notion de perte de connaissance. À force d'avoir des systèmes très intelligents, on en vient à ne plus savoir quoi faire. Donc la question se pose pour les gens qui ont su le faire, mais qui peuvent avoir leurs connaissances qui s'amenuisent au fil du temps. Mais la question se pose aussi pour les nouveaux médecins, les nouveaux professionnels de santé. Est-ce qu'ils vont être capables d'apprendre alors ils ont été biberonnés à l'IA? Donc ça, c'est des questions qui peuvent se poser, mais qui sont plus, on va dire, plus générales. Voilà, donc j'ai fini l'introduction très générique. Et puis là, je laisse la parole à Cyril là, qui va prendre la main sur le partage de l'écran. Ce sera plus simple pour ton ergonomie. Tout à fait, merci. Merci, c'est l'ergonome qui parle. Donc, on va continuer en effet avec un sujet aujourd'hui qui est l'IA dans les dispositifs médicaux, hein. C'est bon, vous voyez mon écran? Ça s'affiche correctement?
De votre côté, Thomas? Ouais, Oui. ok, Tout le super. monde nous voit bien correctement. C'est Ok, nickel. super. Donc voilà un petit peu le parcours. On va parler, donc une petite introduction sur le réglementaire dans l'IA. On va parler conception. On va parler données parce que bien évidemment, on est sur ce qu'on appelle du data-driven design, hein, de la conception orientée par les données. On va parler risque, analyse de risque. C'est évident que quand on parle de dispositif médical, on parle de risque. Et puis on va parler de PMS, comment contrôler nos dispositifs une fois qu'ils sont mis sur le marché, des dispositifs avec de l'IA. On parlera aussi de demain, ce qui va nous arriver en termes réglementaires, hein, et normatifs par rapport à la situation actuelle. Donc alors déjà premièrement, petite intro, on sait que les IA sont pas fiables. Okay, on le sait par construction, ce sont des algorithmes statistiques, pardon, et donc par construction, par design, ces algorithmes ne sont pas fiables. Et je dirais, c'est pas un drame. On a déjà beaucoup de dispositifs qui ne sont pas fiables, 100% fiables dans le domaine du dispositif médical, à commencer par exemple les dispositifs de diagnostic in vitro. On a tous fait des tests Covid, hein, des tests PCR, qui ont un certain niveau de sensibilité, qui ont un certain niveau de spécificité, et ça ne nous a pas empêché de les utiliser. Ce qui est important, c'est que les professionnels de santé soient au courant de la performance du dispositif médical, au travers d'une IFU, performance du dispositif médical qui est aussi validée au travers d'un DT auquel pourra avoir un organisme de certification, un organisme notifié ou un autre organisme dans d'autres régions du monde. On rejoint en fait finalement la notion de transparence, une notion qui est assez importante dans l'IA. Hein, quel est le niveau de performance du dispositif médical? On le documente pour les utilisateurs dans l'IFU et on la documente aussi dans le DT pour les organismes de certification. Donc on peut en effet mettre sur le marché des dispositifs contenant de l'IA, même si les IA ne sont pas 100% fiables. Voilà. Alors aujourd'hui, en termes d'exigences réglementaires, si on regarde ce qui se fait en termes des règlements que l'on connaît, hein, le MDR et l'IVDR, on a déjà des exigences qui s'appliquent tout à fait à l'IA. Donc on nous dit exigence numéro 17 de l'annexe 1 du règlement DM, équivalent à exigence numéro 16 du règlement DIV. Voilà. On nous parle de répétabilité, de fiabilité, de performance, hein, qu'il faut valider. Donc en effet, ces sujets-là s'appliquent tout à fait aux IA. Voilà, premièrement. Deuxième point, 17.2, les logiciels doivent être développés, fabriqués et conformément à un état de l'art. On le connaît bien, cet état de l'art, avec le dispositif médical classique, ça va être la 62304. Cet état de l'art, aujourd'hui, par contre, est en train d'être construit pour le dispositif médical contenant de l'IA. Voilà. Et cet état de l'art, on le retrouve aujourd'hui essentiellement, un peu comme d'habitude dans le logiciel dispositif médical, au niveau de la FDA. C'est la FDA qui donne le là, hein, qui donne le ton en matière de dispositif médical logiciel. Donc la FDA a émis notamment quelques guides il y a quelques années. Donc vous avez les deux premiers. C'est surtout le troisième sur lequel je vais m'attarder. La gestion du cycle de vie et les recommandations de la FDA en matière de documentation pour un 510K ou pour un de nouveaux. Un guide qui est sorti en 2025 où la FDA aborde point par point tous les compartiments d'un dossier de soumission relatif à un dispositif médical contenant de l'IA, l'IFU, le labeling, la conception logicielle, l'aptitude à l'utilisation, etc., etc., l'analyse de risque, la PMS. C'est vraiment ce document-là qui aujourd'hui, à mon sens, est l'état de l'art le plus abouti en matière de conception et de documentation de la conception et de la validation de la conception d'une IA dans du dispositif médical. Dans le même genre, alors en Europe, aujourd'hui, les choses sont moins abouties, même s'il y a eu quelques initiatives. Donc, il y a eu premièrement une initiative de l'association des organismes notifiés, le TIMNB, qui a publié un questionnaire sur les intelligences artificielles. Je dirais que c'est plus orienté process que produit ce questionnaire. C'est est-ce que vous avez les process en place dans l'entreprise pour s'assurer que vous allez mettre sur le marché le produit adéquat. Voilà. Alors, personnellement, j'ai encore jamais vu ce questionnaire opposé, demandé par un organisme notifié à un fabricant. Et puis, deuxième chose, en effet, sur l'IA,
vous avez eu un guide MDCG qui pose quelques questions-réponses, en effet, sur l'interaction entre l'IA Act et le MDR. Voilà. Donc on sait que l'IA Act, c'est aussi un sujet aujourd'hui dans le dispositif médical. Hein. C'est un sujet qui nous intéresse, je dirais même pour certains fabricants qui nous inquiètent, hein, parce qu'on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé avec l'IA Act. On ne sait pas à quelle sauce on va être mangé avec l'IA Act. En effet, parce que en 2024, il y a eu un IA Act qui a été publié hein, en août 2024, dans lequel les DM qui sont revus par un organisme notifié, qui sont certifiés par un organisme notifié, sont considérés comme des DM à haut risque et donc doivent être aussi passés par une certification pour l'IA Act, donc une double certification. Voilà. Mais en 2025, décembre 2025, le 16 décembre 2025 exactement, tous ceux qui font de l'assurance qualité des affaires réglementaires le savent dans la pièce, je pense, on a eu une proposition de simplification du MDR et de l'IVDR, dans lequel finalement l'IA Act a été poussé, on va dire, sur le côté, finalement, voilà, et en gros, on reviendrait à une certification unique, marquage CE, MDR, IVDR, sans de certification spécifique pour l'IA Act. Voilà. Donc ça, ce sont des changements qui sont proposés. On ne sait pas si ça va s'appliquer réellement. Voilà, on en saura plus en 2026, à la fin des discussions parlementaires au Parlement européen. On saura, 3 points d'interrogation sur la 3e flèche de la planche que vous voyez ici. Est-ce que les changements du MDR, de l'IVDR aboutiront à une certification uniquement MDR, IVDR qui prend en compte l'IA, ou alors est-ce qu'on aura une double certification? On en saura plus aujourd'hui, on ne le sait pas, mais on en saura plus à la fin de la session parlementaire, quand les changements du MDR et d'IVDR auront été votés par le Parlement européen. Quoi qu'il en soit, on doit quand même, pour nos DM, aujourd'hui, IA Act ou pas IA Act, il faut quand même valider la performance de nos DM. Donc comment fait-on comment fait-on pour valider la performance de l'IA Act, donc de nos DM? On peut déjà s'inspirer de ce qui est présent dans les exigences de l'IA Act. Voilà, donc vous avez des exigences que j'ai essayé de représenter en bleu ici, qui vont plutôt être des exigences du point de vue du système qualité et de la documentation technique, que vous avez représenté en bleu, gestion des risques, assurance qualité, documentation technique, des choses très similaires à ce qu'on a dans le MDR. Voilà. On a des exigences qui sont plus liées aux produits, qu'on pourrait voir comme des spécifications produits en matière de cybersécurité, de transparence, couverture de la garantie humaine, human oversight, la précision, la robustesse, le fait de tenir à jour des enregistrements du fonctionnement du système, ce qui est listé ici dans une couleur violette. Voilà. Et puis un dernier point qui est présent dans l'IA Act, qui n'est pas du tout présent dans le MDR-IVDR, qui est assez manquant de MDR-IVDR, c'est tout ce qui va concerner la gouvernance des données, quelque chose de très important au niveau des IA, bien évidemment, parce que nos IA, c'est essentiellement de la conception à partir de données. Donc aujourd'hui, l'IA Act, officiellement, tels que sont les textes, doit s'appliquer aux dispositifs médicaux. Donc ces exigences sont à prendre en compte. Il reste quand même toujours une petite incertitude réglementaire sur le fait, comme je l'ai précisé à la planche précédente, les changements proposés par la Commission européenne, est-ce que ces changements seront adoptés? Est-ce que l'IA Act rentrera dans le champ du DM ou sortira du champ du DM? On en saura plus à la fin de l'année 2027. Quoi qu'il en soit, ces principes que l'on a vus sur la planche précédente peuvent nous aider aussi dans la conception de nos DM avec de l'IA pour répondre aux exigences essentielles du MDR. Alors, comment ça se passe, la conception d'un DM avec de l'IA? Eh bien, on va bien sûr s'appuyer sur les parties qui ne contiennent pas de l'IA dans notre logiciel. On va s'appuyer sur la norme 62304. Donc le cycle en V de design, de conception et de développement de logiciels. Donc la 62304 continue à s'appliquer sur toute la partie du logiciel qui ne contient pas d'IA. Mais par contre, les modèles d'IA vont être vus comme des
je vais utiliser du vocabulaire de 62304, des éléments logiciels ou des unités logicielles pour lesquelles la 62304 ne va pas forcément être très opérante. Ce que j'ai représenté ici par une transparence un peu plus fine sur le bas de la planche. En effet, le bas de la planche, tel que vous voyez ici, tel qu'il est demandé par la 62304, le bas du cycle en V ne s'applique pas forcément très bien aux IA. Donc comment fait-on justement la conception d'une IA? Comment va-t-on remplacer le bas de la planche, par un process de conception spécifique aux IA? Eh bien déjà, il faut voir que notre IA est contenue dans un logiciel, qui elle-même est contenue dans un dispositif. Et donc les phases de conception de notre IA, en effet, ça s'appelle l'entraînement, la validation et le test. Donc je vais préciser ici, vous voyez le mot validation, il apparaît plusieurs fois. Il apparaît une fois ici, validation de notre IA, et puis il va apparaître aussi dans la validation du dispositif. Il s'agit de deux concepts différents. La validation d'une IA, c'est une étape du design, alors que la validation du dispositif, ça fait partie des phases vérification-validation que l'on a l'habitude de voir dans l'UDM. Donc attention au terme validation d'IA, c'est un terme spécifique, une étape du design qu'on a dans la conception d'une IA. Alors ça marche comment finalement? Vous avez votre développement logiciel, qui est la partie haute de la planche, de votre dispositif, avec une conception matérielle, une conception logicielle, une intégration de l'ensemble, et ensuite les phases de vérification et validation. Eh bien, le process spécifique à une IA, qui va être un entraînement, une validation IA et un test de l'IA, en effet, ces étapes-là vont venir s'intégrer à l'intérieur du développement logiciel que l'on a selon la 62304. Aujourd'hui, encore une fois, entraînement, validation et test de l'IA, ce sont des étapes qui ne sont pas bien couvertes par la 62304 actuellement et qui seront prises en compte par la 62304 dans sa deuxième édition qui devrait sortir à la fin de l'année 2026, si tout va bien. Voilà, donc pour résumer, en effet, le bas de la planche qu'on avait ici, est remplacé par ces trois flèches ici, entraînement, validation et test. Pour faire ceci, vous avez besoin de jeux de données, des datasets. Donc les datasets qui apparaissent ici, en général, on a un jeu de données pour l'entraînement et la validation IA et un jeu de données pour le test de l'IA, un jeu de données indépendant de celui qui est utilisé pour la validation. Et c'est là que vient justement cette notion de gouvernance des données qui apparaît dans l'IA Act, mais qui n'apparaît pas dans le MDR et qui est extrêmement importante. On va voir qu'en effet, le processus de gestion de données, c'est un nouveau processus. Alors, tel que c'est fait dans l'IA Act, c'est vraiment un nouveau processus qui devrait apparaître à part de vos autres processus dans votre cartographie de processus, finalement. Et ce processus de gestion de données, alors j'en donne un exemple, vous trouverez un template de ce que ça peut être un processus de gestion de données au lien qui est précisé en bas de la planche, ici. Voilà, donc ce processus de gestion de données, c'est un nouveau processus qui va travailler en parallèle de votre processus conception. Donc en vert sur la planche ici, vous avez le processus de conception de l'IA, voilà. Et en bleu, sur la gauche de la planche, vous avez ce nouveau processus de gestion de données. Ce nouveau processus de gestion de données, voilà, c'est vraiment là que se construit aujourd'hui l'état de l'art en la matière dans le dispositif médical. Ce processus de gestion de données, on a des normes en gestation qui ne sont pas encore publiées, et on est obligé finalement d'aller chercher cet état de l'art dans d'autres industries, donc avec des normes, là, les normes IEC 5259-1 et collatéral, qui décrivent ce que c'est qu'un processus de gestion de données. Donc c'est générique. On a aujourd'hui des normes spécifiques au dispositif médical qui sont en train d'être établies pour que ce processus de gestion de données corresponde à nos pratiques que l'on a en matière de gestion de données de santé dans le dispositif médical. Alors ce processus de gestion de données, l'état de l'art se construit. On peut aller voir les normes que je vous ai citées dans la planche précédente. S'il y a trois principes qu'il faut retenir, et encore une fois, la FDA donne le là sur ces choses-là, c'est que premièrement, ces données doivent être annotées et labellisées
par des personnes qualifiées, très très important. Ok, c'est pas l'ingénieur qui va, par exemple, labelliser, annoter les données. Ça doit être une personne avec une qualification médicale, une qualification clinique, laborantin, suivant le type de données dont il s'agit. Et surtout, deuxième point, ségrégation. La FDA utilise le mot séquestration. Séquestration des données de test par rapport aux données d'entraînement. Vous devez avoir absolument 2 jeux de données différents. Tout ce qui va être entraînement et validation de l'IA, c'est un premier jeu de données. Et ensuite, le test de performance de votre IA, les jeux de données de test de performance, ça doit être fait avec un jeu totalement indépendant, de telle façon à bien démontrer que l'entraînement va fonctionner avec des données qui n'ont pas servi à l'entraînement du logiciel. Voilà, ça c'est très important. Cerise sur le gâteau, la FDA demande en plus d'avoir des données provenant de 2 centres investigateurs, pour les données de test. Donc forcément des données multicentriques. Alors ça reste une recommandation de la FDA, on pourrait très bien imaginer d'avoir des données ne venant que d'un seul centre. Pourquoi pas? On viendrait apporter une justification pourquoi on a des données qui viennent d'un seul centre. Mais la pratique recommandée de la FDA, c'est d'avoir des données de test de performance qui viennent d'au moins 2 centres investigateurs pour démontrer que notre système qui contient une IA fonctionne correctement, conformément aux spécifications et conformément à l'indication d'utilisation. Un petit point sur le risque. Je vais être assez rapide sur les risques parce que c'est un sujet qu'on pourrait traiter en une journée, je pense. Les risques identifiés, on a un document aujourd'hui qui existe, qui a été publié par l'AAMI, une association américaine sur les instruments médicaux, un organisme normatif aux États-Unis, qui a publié un compte-rendu sur, en effet, les risques identifiés. Les risques, pour synthétiser l'objet de cette planche, les risques viennent essentiellement des données. Vous avez un design orienté données, un design qui vient des données, donc forcément, ce sont les données qui vont... le fait que les données soient incorrectes qui va introduire des risques sur les données. On est essentiellement sur une source de risque, sur un phénomène dangereux, je dirais, qui viendrait de données incorrectes. Voilà. Et donc, ce phénomène dangereux de données incorrectes va donner finalement des cas comme par exemple des faux négatifs, des faux positifs, des cas qu'on rencontre bien évidemment dans d'autres dispositifs, voilà, avec des conséquences, des harms, des conséquences pour le patient qui seront très similaires, voilà, à des algorithmes classiques ou à des algorithmes ou à des dispositifs qui peuvent rendre des faux négatifs, des faux positifs ou des résultats erronés. Par contre, c'est au niveau de la mitigation, c'est au niveau de la mesure de réduction de risque qu'on va avoir des types de mesures de réduction de risque qui seront très particuliers aux IA. Ces types de mesures de réduction de risque, ce sera essentiellement s'assurer que les données sont correctes, démontrer que les données sont correctes et documenter le fait, apporter des preuves, evidence en anglais, des preuves que nos données ont été correctement préparées avant de les utiliser dans l'entraînement, la validation et le test de notre IA. Voilà. D'où le fait qu'on va avoir comme preuve de mesure de réduction de risque des protocoles de gestion de données, des protocoles et des rapports de tests des IA. Ça va être essentiellement ce type de mesure de réduction de risque que l'on va avoir vis-à-vis du phénomène dangereux d'avoir des données qui seraient incorrectes. D'où le fait qu'il soit très important d'avoir un process de gestion de données correctement documenté dans notre système de management de la qualité. Je vais continuer avec la surveillance après commercialisation. Dernier point. La surveillance après commercialisation, comme tout dispositif qui contient un logiciel, vous allez avoir une surveillance après la commercialisation qui va surveiller la performance du dispositif, la précision du dispositif, mais en orange sur la planche, vous avez des problèmes liés à l'algorithmique IA qui peuvent être exacerbés, notamment le fait qu'on peut avoir une performance du dispositif qui se dégrade ou qui s'effondre en face de données de la vie réelle, real world data. Donc, en face de données de la vie réelle, le dispositif peut très bien
va avoir des performances qui s'effondrent de manière beaucoup plus rapide que ce que l'on a avec des algorithmes classiques. D'où le fait d'avoir des critères de surveillance après la commercialisation, un plan de PMS, hein, pour le dire de façon rapide, qui va bien prendre en compte la surveillance de la performance de notre algorithme une fois qu'il est mis sur le marché. Premier point. Deuxième point, surveillance après la commercialisation. La FDA permet, et seule la FDA le permet aujourd'hui, ce qu'ils appellent un Predetermined Change Control Plan, qu'on abrévie en PCCP. Donc, un PCCP, c'est un document approuvé par la FDA lors de la soumission du 510K ou du de novo, qui autorise le fabricant à faire des design changes sur le dispositif qui contient de l'IA, à condition que ce design change soit dans un périmètre qui a été convenu avec la FDA lors de la soumission du 510K. De manière pratique, en général, c'est améliorer l'entraînement du DM avec les nouvelles données de la vie réelle, voilà, sans avoir besoin de soumettre un nouveau 510K à la FDA. Et donc ça, c'est aujourd'hui quelque chose qui marche très bien, que la FDA accepte. On aimerait bien pouvoir faire ça aussi côté marquage CE. Si le MDR pouvait être mis à jour avec ça, ce serait vraiment un grand pas, parce qu'en effet, on est quand même relativement bloqué aujourd'hui par la réglementation, sur le fait qu'un réentraînement d'un algorithme d'IA pourrait être vu comme un changement significatif par l'ON. Du moins, on n'a pas cette facilité-là telle que le fait la FDA aujourd'hui. Voilà. Demain, et je vais terminer par ça, hein, comme je vous ai dit, l'état de l'art est en train de se construire. Cet état de l'art, vous allez le voir finalement. Alors, c'est une planche que j'ai tirée d'un groupe de travail, le TC62, au niveau de l'IEC. Et vous avez tout un tas de normes qui sont en train d'être publiées, d'être en gestation pour certaines et déjà publiées pour d'autres sur l'IA pour le dispositif médical. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails sur cette planche. Ce qu'il faut retenir, c'est surtout la flèche, la ligne verticale que vous avez là, pointillée. Vous avez aujourd'hui beaucoup de normes qui sont en gestation et vous voyez que l'état de l'art est en train de se construire, 2027, 2028, 2029 pour certaines, notamment la 6601. La prochaine version de la 6601 parlera aussi d'IA. Il y a des robots avec de l'IA, par exemple. Donc, toutes ces choses-là, tous ces concepts-là, toutes les disciplines qu'on a l'habitude de traiter dans le dispositif médical, la conception, l'analyse de risque, l'aptitude à l'utilisation, etc., etc. Toutes ces disciplines-là vont se voir agrémentées, je dirais, de nouvelles normes, qui prennent en compte l'IA dans les dispositifs médicaux. L'état de l'art est en train de se construire et il faudra certainement attendre les années 2028-2029 pour avoir un état de l'art bien stabilisé en la matière pour l'IA. Petite réflexion pour ceux qui ont connu le passage à la directive 2007-47, finalement, on est un peu au point de l'année 2007, lorsque le logiciel était introduit dans la directive. On est un peu à ce point-là où aujourd'hui, on introduit l'IA dans le règlement, l'état de l'art qui va avec doit se construire. On en est là aujourd'hui. Thomas, je vais te passer la parole. Ouais, parfait, merci. Alors, je vais du coup repartager moi aussi. Donc, le petit point dont j'aimerais parler avant de commencer, c'est on a vu passer la remarque sur le fait qu'il y avait quelques problèmes de connexion et donc les slides étaient un peu flous. Le support sera disponible après la présentation. On enverra un mail avec les supports et il y aura peut-être un retravail sur la rediffusion YouTube. Mais du coup, vous aurez une version aussi plus claire et que vous pourriez regarder au calme. Du coup, moi maintenant, je vais plutôt parler d'un point de vue usage, donc l'aptitude à l'utilisation, la partie du coup 62-366, mais cette partie va aussi nourrir potentiellement la partie technique. C'est ce qu'on va voir ensemble. Du coup, déjà, je vais revenir un peu sur le processus global de la 62-366. Donc, tout d'abord, on va venir spécifier l'usage que l'on attend. Ensuite, on aura une section analyse des risques, une partie de conception, tant à la fois d'un ordre plus stratégique, parcours utilisateur, qu'à la conception de l'interface.
et ensuite des évaluations, soit en conception formative, soit sommative pour la validation. Et aujourd'hui, ben, l'arrivée de l'IA provoque une myriade de points d'attention sur l'ensemble de ces points. Donc sur l'ensemble de ces points, et du coup, on va venir repasser ensemble un peu toutes ces parties. Donc on va commencer à nouveau par un autre rappel, donc le modèle général que l'on a en aptitude d'utilisation. L'idée de dire que ben, l'utilisateur, au travers de l'interface, va venir effectuer des entrées sur la partie gauche de la slide. Ces entrées vont être processées par la machinerie en arrière-plan, qui du coup est invisible pour l'utilisateur. Et il va recevoir des sorties à nouveau au travers de l'interface, qu'il va percevoir, réfléchir et réagir dessus. Et dans une boucle, bah, jusqu'à avoir effectué la tâche. Le grand changement côté aptitude utilisation, c'est de dire qu'on va remplacer ce processing par un modèle d'IA qui est donc lui-même entraîné avec des données, ce qu'a pu dire Cyril sur son propos avant. Par contre, le modèle, contrairement aux algorithmes, va avoir des propriétés plutôt émergentes. Donc j'en fais un petit listing ici. Tout d'abord, justement, comme on en parlait, comme on peut en parler Nicolas au début, l'IA a des capacités supplémentaires, notamment tout ce qui va être interaction multimodale. On va pouvoir donner du texte non structuré à notre système. On va pouvoir lui donner de l'audio, on va pouvoir lui donner des documents ou un ensemble de signaux issus de capteurs. Du coup, ce qui peut aussi en découler va être une complexité de l'interface, justement, la capacité à pouvoir afficher et prendre en compte tous ces différents éléments. Et toutefois, même si on peut prendre plus de choses, on reste limité à ce que l'utilisateur peut donner à l'IA, ou alors ce que le système peut récupérer des capteurs. Maintenant, plus au côté modèle, on a un peu une partie bialgorithmique, donc sur la qualité des données que vous prenez pour l'entraînement. Et donc le modèle qui apprend des patterns va reproduire, même si le pattern est implicite. Il y a aussi un effet boîte noire. Donc ce que vous avez pu voir avec le modèle, c'est que ça allait déjà pour l'utilisateur, que ce soit un algorithme déterministe classique ou un modèle IA. Par contre, on a aussi à nouveau un peu cet effet boîte noire maintenant côté conception, où justement, vous avez, vous, côté développement, conception, qu'une série d'indicateurs pour vous donner la qualité du modèle et éventuellement aussi certains biais possibles. À nouveau aussi, un effet d'apprentissage continu et de qualité fluctuante au cours du temps, où justement, l'IA peut bien performer à un moment et d'un coup, d'un seul, mal performer. Ça, on l'a déjà vu par exemple avec ChatGPT, où on a eu des vagues où on disait que le modèle était bien ou alors que le modèle était pas très qualitatif. Enfin, côté des sorties, donc justement, ce dont parlait, je reboucle avec ce que Cyril parlait au tout début, c'était voilà, l'IA n'est pas 100% fiable, et donc il y a un peu un côté, une certaine partie, je vais dire d'aléatoire, où l'IA peut sortir pour un même cas de sorties un peu différentes. Et donc, justement, c'est quelque chose à prendre en compte du côté de l'utilisation. Enfin, il y a une partie un peu plus long-termiste qui va être un peu distillée au fil des slides, qui est la mutation à long terme des tâches, des environnements, où justement, vu que le modèle peut avoir des capacités, reproduire des capacités cognitives supérieures, cela pose la question de la place de l'utilisateur et des tâches qui lui restent à faire. Du coup, j'embraye un peu avec l'analyse des risques. À partir de ces propriétés dont j'ai parlé, donc le bloc du haut, ces propriétés vont avoir différents impacts, surtout sur la perception et en particulier la cognition, comme vous pouvez voir sur la taille des zones, qui à la fin peuvent aboutir à un dommage. Pour revenir très simplement, pour la perception, un peu en lien avec la complexité de l'interface, c'est de dire que l'utilisateur va avoir une surcharge d'informations, vu que l'IA peut traiter une grande charge de données. Tout montrer à l'utilisateur peut ne pas forcément être bon, parce que l'utilisateur lui-même n'a pas la capacité de pouvoir percevoir et traiter ces informations. Du coup, on arrive aussi sur la partie cognition, aux questions de surcharge cognitive, aux questions aussi de représentation de ce que peut faire ou ne peut pas faire l'IA, un peu ce que disait Nicolas au tout début, sur le fait que l'utilisateur se met à avoir un certain recul par rapport au système et aux tâches, et qui donc peuvent aussi aboutir sur des questions de mauvaise interprétation, des questions de conscience de situation, ou alors aussi des questions de confiance, de surconfiance ou de sous-confiance, et justement à croire à un résultat qui serait peut-être faux. J'ai une série d'exemples pour vous montrer et être un peu plus clair justement un peu sur ce process. Donc, si on prend un peu un cas classique qui est la radiologie, donc un système qui permet de détecter des tumeurs, des fractures, et donc d'annoter des images.
une propriété de l'IA est donc le fait qu'on peut avoir des faux négatifs, ce qui fait qu'à la perception, la tumeur n'est pas mise en valeur. Et donc, côté de la cognition, évidemment, l'utilisateur, a priori, a confiance en l'IA, vu que vous vendez un système qui, a priori, est fiable. Et donc, l'utilisateur a une certaine forme de surconfiance, ne va pas double vérifier les résultats IA, et donc, malheureusement, ne va pas traiter la tumeur en question. Pareil, côté dermatologie, c'est très connu. Donc, par exemple, on a le set, le HAM 10000, qui est donc un set de lésions cutanées, donc sur la peau. Et en fait, il a été démontré, là, dans le papier que je cite, que uniquement 10% des images qui sont présentes sont sur des peaux sombres. Donc, l'IA enfin, le set a naturellement un biais racial qui est que il a moins de patterns sur des peaux sombres. Par contre, pour l'utilisateur, lui, ce biais-là, il est implicite et donc il est transparent. Donc, l'utilisateur voit, lui, que l'IA prédit pour tous les types de peaux. Par contre, il ne sait pas que l'IA a reproduit le biais du dataset et donc peut faire un mauvais diagnostic selon, justement, sur tout ce qui est peau sombre. Enfin, un dernier exemple en pharmacie, là c'est plutôt côté complexité de l'interface. On peut prendre un système, moyennant la conception, on peut avoir n'importe quel indicateur en sortie de l'IA. Par contre, tous les indicateurs ne se valent pas en sortie. Notamment, l'idée va être de se rapprocher de la tâche et de voir ce qui est réellement utile et utilisable par les utilisateurs. Par exemple, dans le cas de la pharmacie, je peux tout à fait faire un système d'aide à la prescription où je peux prescrire du Doliprane en milligrammes par semaine. Personne ne peut m'empêcher. Par contre, le fait est que aujourd'hui, les pharmaciens, les utilisateurs ne parlent pas du tout en milligrammes par semaine. On va plutôt parler en comprimé, et du coup, notamment, le comprimé, il peut être un 500 ou un 1000, et on parle aussi plutôt en comprimé par jour. Donc l'idée justement va être de chercher à nourrir la technique par ce que donne le terrain, ce que dit le terrain sur quels sont les usages actuels, qu'est-ce qui se fait bien, et du coup, comment est-ce qu'on peut bien interpréter les résultats et éviter des problèmes de traitement. Maintenant, je vais faire un petit retour en arrière sur la spécification. Donc, évidemment, dans le processus, en réalité, c'est aussi un peu ce qui peut se passer, hein. Tous les étapes se nourrissent les unes les autres. Donc, pour rappel, dans la 62366, la spécification, on va chercher à définir l'indication médicale. Donc, qu'est-ce que le DM va traiter, auprès de quel patient, sur quelle partie du corps, si cela est intéressant de le dire, avec quels utilisateurs, dans quels environnements et sur quels principes. Et en petit bonus, on peut dire quelles seraient les tâches de l'utilisateur, justement, avec le DM. Et en fait, l'IA va apporter des points d'attention supplémentaires sur ces parties. Par exemple, pour l'indication médicale, est-ce que mes données d'entraînement sont-elles représentatives de la maladie et de la patientèle? Ou alors, est-ce que les moyens d'interaction avec mon IA sont compatibles avec le contexte, l'environnement d'utilisation? Par exemple, pour un système en pharmacie ou à partir des symptômes, on peut avoir un médicament. Il n'est quand même pas très acceptable que le pharmacien dise à voix haute quels symptômes vous avez au sein de l'officine. Il y a aussi une partie justement sur les utilisateurs et leurs tâches. Est-ce que l'IA va changer profondément le travail actuel? Est-ce que du coup on va passer vers plutôt du monitoring, ce qui ne nécessite pas les mêmes connaissances, compétences? Pareil, est-ce qu'il peut y avoir de nouveaux utilisateurs potentiellement qui sont qui ont un peu moins de connaissances médicales générales et qui peuvent potentiellement utiliser parce que l'IA permet justement de supplanter une partie de ces connaissances médicales? Ou alors, est-ce qu'on a des nouvelles utilisations, comme aujourd'hui, on peut le voir déjà avec l'essor du télétravail pour certaines professions médicales? Et enfin, nouveau sur la partie tâche, un peu plus technique, c'est est-ce que mon modèle IA est adapté à la tâche que je souhaite réaliser? Notamment, est-ce que si la tâche, c'est traiter des images, est-ce que je n'utiliserai pas plutôt un modèle adapté pour traiter des images? Donc voilà, par exemple, si on prend un système de santé connectée qu'on voit aujourd'hui, il y eut une époque, pour savoir si le patient avait des problèmes cardiaques, il fallait lui mettre un ECG, donc un appareil spécifique, avec donc des électrodes. Donc il fallait bien placer les électrodes. Ça nécessitait des connaissances médicales sur le sujet. Donc c'était fait par des infirmiers, des médecins. Et puis pareil, s'il fallait détecter des patterns dans les cardiogrammes, uniquement l'infirmier et le médecin avaient la connaissance de trouver ces patterns. Aujourd'hui, avec l'essor de tout ce qui est santé connectée, tout ce qui est montre connectée, etc., aujourd'hui, on peut avoir des patients qui eux-mêmes, via une application, peuvent avoir ce suivi-là. Ils peuvent même être notifiés si jamais ils ont des problèmes. Et du coup, ça pose la question déjà de la sortie.
Évidemment, si le problème est grave, vaut mieux une sortie concise et à la hauteur de l'urgence, et notamment aussi avec un vocabulaire qui est compréhensible par le patient. Dire à un patient qui fait une fibrillation auriculaire, c'est pas forcément ce qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est plutôt qu'est-ce que je fais si jamais je fais une fibrillation. Et à la fin, pour tout ce qui est donné, du coup, on va plutôt essayer de trouver des séries de CG, vu que c'est ce qu'on cherche à analyser, avant, pendant une fibrillation, et on va utiliser des modèles qui, justement, sont faits pour, by design, traiter des données temporelles. Maintenant, on va plutôt parler conception, donc je vais plutôt d'abord parler d'un côté, on va dire plutôt stratégique UX, puis après, je partirai plutôt sur tout ce qui est conception d'interface. Tout d'abord, la première question à se poser, c'est quand est-ce que je place l'IA dans la tâche? Et la réponse est, ça dépend de la tâche. On va dire qu'il existe deux grandes manières de faire. La première va être de le faire en parallèle de la tâche. Donc, l'idée est que l'humain, l'utilisateur, fasse la tâche comme il le fait. Par contre, en parallèle, le système IA, lui, peut le supplémenter et notamment lui donner des billes supplémentaires. Par exemple, on retrouve beaucoup ce système dans tout ce qui est planification, où l'utilisateur va planifier et l'IA à côté va potentiellement permettre de planifier un peu après, en disant si vous faites ça, alors il faut prévoir au moment de la chirurgie, il va se passer ceci et c'est à prendre en compte. Ou alors de permettre aussi de pousser à la réflexion en disant et si et si le cas patient était un peu plus complexe que ce qu'il apparaissait. Une autre manière de faire aussi, c'est de voir ça de manière sérielle, où l'automate, le système IA va venir dégrossir le travail. Il va effectuer une présélection, il va potentiellement donner un premier jet de plan à suivre, et ça va être à l'humain, à partir de l'état et aussi de ce qu'a fait l'automate, de décider de quoi faire. Ce système est aussi pas mal, justement, quand l'idée de la tâche à faire est de dégrossir quelque chose, donc d'effectuer une présélection, de justifier la présélection, ce qu'on peut voir, ce qu'on peut potentiellement voir sur des systèmes de radiologie. L'idée importante, c'est que ça dépend vraiment de la tâche. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de faire. L'idée, c'est toujours de le réfléchir par rapport à la tâche, lequel apporte vraiment un bénéfice à l'utilisateur. Ensuite, à nouveau, je vais parler de modèles. Donc, tout à l'heure, j'ai parlé de choix de modèles par rapport à la tâche à faire. Aussi, un facteur d'acceptation d'une IA, c'est l'explicabilité du modèle, le fait que le modèle puisse être compréhensible par l'utilisateur. Et donc, il existe des modèles qui, by design, sont inexplicables. Par exemple, aujourd'hui, le perceptron ou alors GPT, donc le système d'intelligence GPT, il est impossible pour quelqu'un d'expliquer d'où vient pour ChatGPT le mot suivant, à part de donner une explication très haut niveau en disant c'est ce qu'il a appris. Par contre, il existe des modèles qui, eux, sont explicables by design, notamment les arbres de décision. On peut tout à fait entraîner un arbre de décision où là, c'est assez clair. Si mon cas suit telle ou telle heuristique, alors on passe à la suite de l'arbre et à la fin, on obtient une décision. Je dis ça, mais en réalité, aujourd'hui, on voit notamment sur ChatGPT, etc., que moyennant du post-processing, donc un travail fait par l'équipe de conception après les résultats de l'IA, on peut rendre un système plutôt inexplicable, plutôt explicable, en ajoutant notamment des sources. C'est ce qu'on voit beaucoup sur des systèmes type ChatGPT, où quand la question devient compliquée, l'IA va venir sourcer ce qu'il dit et justement permet à l'utilisateur de voir la fiabilité de la source et si la source est effectivement contextuellement adaptée à la demande qu'ils ont fait. Enfin, donc là, je vais plutôt parler de design d'interface. Donc, on va regarder ce qui se fait ailleurs déjà dans des produits ou des entreprises qui justement travaillent autour de l'IA, notamment IBM et leur design system. Donc, l'idée va être de dire avec un petit logo où est-ce que l'IA apparaît et quand est-ce que l'IA est utilisé. On peut aussi utiliser des fois des pop-up pour expliquer plus en détail le modèle d'IA, ce qu'il a fait, le pourquoi il a fait, donc l'explication, ce dont je reparlais un peu avant. Dans le cas d'un système de prompt aussi, il peut être intéressant d'introduire justement des prompts préfaits qui justement sont préfaits et sont placés de manière assez judicieuse par rapport à là où est l'utilisateur dans l'utilisation et qui du coup permettrait justement d'améliorer la productivité. Et aussi, on trouve souvent des disclaimers en disant bien que l'IA n'est pas fiable et donc évidemment les informations sont idéalement à vérifier.
Pareil sur d'autres éléments, là ici, donc c'est un équivalent de ChatGPT, le chat de Mistral, où on voit ici des composants d'interface qui regroupent le caractère multimodal dont j'ai pu parler. Donc on voit qu'on peut poser une question textuelle, on peut poser aussi une question par la voix, on peut aussi ajouter des documents derrière le plus. On peut aussi un peu moduler la manière de réflexion de l'IA. Côté IBM, à nouveau, on peut aussi introduire l'IA dans des formulaires. Du coup, l'IA peut pré-remplir des formulaires. Par contre, l'idée est de laisser une flexibilité à l'IA, de justement, de laisser une flexibilité par rapport à l'IA, pardon, de justement pouvoir modifier ce qu'a dit l'IA et aussi de pouvoir revenir à ce qu'a proposé l'IA. Aussi, pour revenir un petit peu sur ce dont a pu parler Cyril, la question de qualité et du data drift, on trouve aussi beaucoup aujourd'hui de systèmes de feedback où les utilisateurs peuvent justement revenir et dire la réponse était mal convaincue ou la réponse est pertinente, et du coup quelque chose à monitorer pour voir justement la qualité et l'évolution de la qualité des réponses au fil du temps. Enfin, un petit point sur les notices, qui à nouveau là nous vient de la FDA, du coup tout ce qui est life cycle, dont a pu parler Cyril. Ça reprend essentiellement des points que j'ai pu dire avant, mais il est mieux pour favoriser l'acceptabilité via la transparence que l'on a avec les utilisateurs, d'inclure une série de points dont on a pu parler avant, le fait que l'IA est présente et en quoi c'est utile, quelles sont les entrées, les sorties, comment l'IA marche de manière très haut niveau, quelles sont les données d'entraînement, de validation, et donc quelles études statistiques on peut faire, notamment sur les biais, et quelles sont les performances de l'IA, à quel point elle fait des faux négatifs, faux positifs, et quelles sont les limites que peut avoir l'IA. Et du coup, l'ensemble de ces points, justement, servent un peu à diminuer l'effet boîte noire auprès des utilisateurs. Le fait de dire qu'en effet, éviter les excès de confiance en disant que les sorties ne sont pas du tout pas déterministes et qu'il peut y avoir des erreurs et qu'il faut rester évidemment attentif à ça. Enfin, là, je vais parler plutôt de tout ce qui est évaluation, plutôt même test utilisateur pour être plus précis. Et du coup, nous, ce qui est important en usability, utilisation, c'est la performance du duo humain-IA. Donc, la partie test de performance dont tu as pu parler, Cyril, c'est un élément. Mais nous, on regarde vraiment le duo. Et les points intéressants qui sont voir, c'est est-ce que les sorties IA sont comprises par rapport à l'utilisateur et à ses connaissances? Est-ce que l'utilisateur a confiance en les sorties IA? Et aussi très important, comment est-ce que l'utilisateur réagit à une sortie IA erronée? Et du coup, l'idée, évidemment, c'est que l'humain rattrape l'erreur de l'IA pour qu'à la fin, pour le patient, ce soit bénéfique. Une question aussi un peu plus longitudinale qu'on peut voir plutôt en formative, ça va être comment va évoluer la tâche une fois que l'IA est mise en place. Et donc, c'est des points intéressants à voir. La deuxième question à poser aussi, c'est quoi montrer. Évidemment, quand on est dans le cadre d'une formative, donc on est en conception, l'IA potentiellement n'existe pas ou alors n'est pas une version finalisée, et c'est pas grave. On peut tout à fait montrer des choses. Ça peut être des vidéos, des maquettes qui sont plutôt là pour montrer des preuves de concept, et du coup, on permet à l'utilisateur de choisir quelle preuve de concept il préférerait. On peut avoir quelque chose même de statique, où en fait, on a préécrit le texte réponse de l'IA. Et d'ailleurs, on peut voir le wording, la qualité de la réponse IA, la longueur, ce sont des choses aussi qui peuvent se voir en formative. On peut aussi faire une méthode qui s'appelle le magicien d'Oz. Donc, c'est l'image que vous retrouvez à droite. En fait, on a la personne de droite qui est donc dans l'équipe de modération, va jouer le rôle de l'IA, donc elle est cachée de l'utilisateur, et en fait, va écrire les réponses de l'IA à la place de l'IA. Ce qui du coup permet d'ajouter aussi une dose d'interactivité. Ou alors, une version tout à fait possible, c'est de donner une version non finalisée de l'IA. Comme a pu le dire Cyril, généralement, il y a une itération sur le modèle et sur les données, donc la qualité, la réponse et donc la qualité. On peut donner une version intermédiaire qui n'est donc qui n'a pas les meilleures performances, mais qui peut quand même fournir une réponse. Et justement, on peut voir avec l'utilisateur la qualité des réponses et comment est-ce qu'il réagit quand les réponses sont mauvaises. Par contre, en sommative, à nouveau, comme déjà on fait pour les DM, l'idée est d'avoir une version finalisée de l'IA, donc avec les meilleures performances possibles et une version qui est plutôt arrêtée. Voilà ce qui conclut l'ensemble de ma partie sur tout ce qui est facteur humain, donc qui a repris un peu tout le long. Et du coup, maintenant, on va plutôt passer à la fin et donc à la partie questions-réponses. Donc, je fais un rappel avant de laisser la main à Fabien, qui va
donner les questions, c'est que donc, les supports seront accessibles par mail et il y aura donc aussi évidemment la rediffusion pour que vous puissiez revoir si jamais il y a eu des bugs techniques qui sont indépendants de notre volonté. Voilà. Je laisse la parole à Fabien. Oui, présentation. Merci pour les questions. Aussi, on a eu pas mal de petites questions. Alors, juste, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à indiquer pour qui vous souhaitez la dédier, que ce soit pour Cyril ou pour Thomas. Comme ça, ce sera plus facile hein, pour y répondre. Donc, on va pouvoir commencer par une question de Manuela qui t'était destinée, Cyril. Donc, du coup, c'était bonjour sur le flowchart de la 62304. Est-ce que ça implique que les logiciels avec de l'intelligence artificielle sont de classe de risque C par défaut? Surtout pas. Surtout pas. Ne venez pas considérer qu'un logiciel va être en classe C parce que vous allez avoir une partie conception du logiciel qui est en effet en bas du cycle V. C'est uniquement le niveau de risque du logiciel, du point de vue du patient, qui détermine si le logiciel est en classe C ou pas. Ce que la 62304 demande, c'est le niveau documentaire, le niveau de documentation que l'on a en fonction de la classe B ou C, la profondeur de la documentation. Donc, en effet, on est plutôt dans le bas du cycle en V avec l'IA, mais qu'on soit, je dirais même en classe A, aujourd'hui, il faudrait quand même documenter finalement la conception de notre IA et en particulier la gestion des données de l'IA parce que ce seront les seules preuves qui vous permettront d'affirmer que votre IA atteint le niveau de performance attendu. Voilà, donc encore une fois, la 62304 est relativement inopérante dans ses exigences documentaires par rapport à de l'IA. Voilà, je ne dis pas dire que c'est totalement inopérant, ce n'est pas le cas. Hein. Une nouvelle version de la 62304 va bientôt arriver, mais en l'état actuel, la classe C, une IA n'est pas forcément de classe C. Une IA va être de la classe qui correspond au résultat de l'analyse de risque du dispositif médical. Voilà. Ok, très bien. On avait également une question de Jennifer qui rejoignait un peu l'une des questions de Caroline. Donc, il y avait voilà, cette question, c'est nos produits ne proposent pas de solution logicielle avec de l'IA, mais par contre, les logiciels développés en interne, eux, utilisent des outils IA pour leur développement, agents pour aider au codage, par exemple. Donc, nous suivons la 62304 uniquement, et donc Caroline se demandait si c'était suffisant. Oui, c'est suffisant pour le cycle de développement du logiciel. Par contre, ces logiciels vont être considérés, notamment les agents qui servent à coder, comme Claude Code par exemple, vont être considérés comme des outils utilisés en conception du logiciel. Donc, ils vont répondre, ils vont être dans le scope de la clause 4.1.6 de l'ISO 13485 qui concerne la validation des logiciels SMQ. Ok. Une fois qu'on a dit ça, faites en sorte que ces logiciels d'aide au codage soient considérés comme des logiciels de niveau de risque faible dans votre SMQ. Pourquoi? Parce que toute production par ces logiciels doit être revue par un humain. Donc, c'est grâce à cette revue par un humain du résultat du code du logiciel produit que l'on va pouvoir affirmer que le logiciel est en niveau de risque faible du point de vue du logiciel SMQ. Très bien. Fort heureusement, parce que je ne saurais pas valider un Claude Code d'un point de vue SMQ aujourd'hui. Comme question. Super. On avait également une question de Sébastien pour toi, Cyril. Donc, c'était la FDA a-t-elle défini une liste d'indicateurs à suivre pour démontrer la performance et la sécurité de l'algorithme IA? Non, parce que ça va être très dépendant de l'indication d'utilisation du dispositif et aussi du mode d'action de l'algorithme d'IA dans le logiciel. Donc vous avez des logiciels dans lesquels l'algorithme d'IA va être, par exemple, un outil de classification, fracture, pas fracture, par exemple. Vous avez des algorithmes d'IA qui font des choses totalement différentes, comme par exemple des algorithmes d'IA qui vont arrêter un robot si jamais il y a une résistance du bras robotisé vis-à-vis d'un contact avec le patient, par exemple. Donc on a des modes d'action extrêmement différents, donc il est difficile, voire même impossible, de définir des critères génériques
de performance des IA dans les dispositifs médicaux. Alors, on a aussi une question sur les hallucinations liées à l'IA. Donc, simplement, comment le fabricant, lui, doit gérer et anticiper ces hallucinations? Bah, part de la conception, par une démonstration que la conception du logiciel a été faite correctement. Donc, sur des hallucinations, on est donc en général sur du LLM, ok, ce qui veut dire qu'on est sur un système avec un fonctionnement non déterministe. Il y a quelque part dans le code, il y a une fonction random, pour ceux qui savent écrire du code. Donc, la seule moyen de faire ça, c'est de faire finalement, de répéter des tests, de la même manière que sur des validations de procédés, vous allez répéter les tests sur plusieurs lots pour vous assurer que les process fonctionnent correctement. Ben, on va avoir la même approche pour s'assurer que le LLM répond quelque chose de pertinent. Eh bien, on va répéter les tests plusieurs fois. Donc, ce qui veut dire que dans les protocoles de validation de tels logiciels, il va falloir répéter les tests plusieurs fois pour s'assurer que, en moyenne, le logiciel donne un résultat qui est correct vis-à-vis des specs qu'on aura écrits auparavant. Première chose. Deuxième chose, bien évidemment, en phase de PMS, il va falloir surveiller le comportement du logiciel pour s'assurer qu'il n'hallucine pas trop, finalement. Voilà. Ça. Et moi, j'ajoute côté usage, justement, je reviens un peu sur le point, je disais que justement, avec ces LLM, aujourd'hui, beaucoup mettent des sources. Justement, l'idée est de dire que si jamais le logiciel hallucine et vous donne la source, soit justement encourager à aller voir la source et donc de constater qu'il a cité une source qui a priori soit n'est pas fiable, soit n'est pas adaptée au contexte. Soit tout simplement, c'est ça que l'IA en fait, a un écart entre ce qui est dit et la source qui va avec. Donc ça peut être aussi, voilà, à l'usage, on peut aussi trouver des manières de mitiger un peu ces hallucinations Voilà. sur ces points-là. Citer la source peut être vue comme une mesure de réduction de risque Tout à fait. des situations dangereuses d'avoir une hallucination qui nous est proposée par le logiciel. J'espère que ça répond bien à la question pour Sébastien. On avait également une question de Kaina qui se demande s'il existe un seuil minimal acceptable pour le nombre de données à utiliser pour l'entraînement, la validation et le test dans la conception d'un DM, un dispositif médical. Ça dépend. On n'a pas de seuil. Il n'y a pas de seuil défini. Bien évidemment, là, on peut rejoindre finalement des critères liés aux investigations cliniques. Number to treat, nombre de personnes que je vais inclure dans une investigation clinique pour démontrer la performance de mon DM. On rejoint exactement les mêmes principes, les mêmes méthodologies, nombre de cas patients, nombre de dossiers patients que je vais avoir dans mon protocole de validation pour valider mon IA, on va retrouver les mêmes raisonnements statistiques que ce qu'on aurait pour une investigation clinique. Très bien. Alors, on a pas mal de questions pour Cyril. Je vais en prendre une pour Thomas. Donc, concernant une question de Sébastien, concernant la spécification d'usage, si je comprends bien, il est donc important que le dataset soit constitué à partir des tâches, workflow, cibles. Sinon, risque de mauvais entraînement. Ouais, tout à fait. C'est ça l'idée dont, on va dire, générale de mon propos, sur toute ma partie, c'est ça. L'idée est plutôt de vraiment garder, à la fois, il y a le côté technique, ce qu'a pu présenter Cyril sur le développement, etc. Mais la fin du mot est de dire que le logiciel comportant une IA va être utilisé dans un contexte par quelqu'un. Et donc, justement, au sein d'une tâche. Et donc, l'idée, justement, est que les données d'entraînement soient représentatives de la maladie de la patientèle. Après, évidemment, c'est vrai que j'en ai pas beaucoup parlé, mais il y a aussi j'ai pas parlé, mais il y a aussi une série de pré-processing qui peuvent être faits avant de donner directement à l'IA. Donc, par exemple, ça, Cyril en parlait mieux que moi, mais il y a toute une série de feature engineering qui existent où, à partir des entrées de l'utilisateur, ça peut être une image, par exemple, ça peut être du formulaire, on peut, avant de donner à l'IA, calculer d'autres indicateurs qui peut-être, eux, sont plus pertinents
Et après, à nouveau, faire du post-processing pour redonner des indicateurs qui sont pertinents pour l'utilisateur. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. Mais du coup, c'est ça. L'idée qu'à la spécification de l'usage, au moins, ça permet justement de mettre vraiment en regard le système IA et l'usage qui en est prévu. Il y a Antoine aussi qui avait une petite question. Dans le cas où un DM qui contient de l'IA est utilisé par un patient sans la présence d'un modérateur. Euh, Mm. Tout à fait. Bah, voilà. aujourd'hui, oui. En effet, bah, en fait, en termes de spécification, il va consister à dire que bah, l'utilisateur, ça va être le patient lui-même. Et du coup, eh ben, il vient avec bah, son bagage de connaissances qu'il a bah, sur la médecine. Donc, c'est-à-dire pas forcément beaucoup, hormis certains systèmes pour des catégories très spécifiques. Par exemple, les diabétiques savent très bien gérer leur pompe à insuline. Par contre, bah, justement, quelqu'un qui n'aurait pas de connaissances, hein, ou alors quelqu'un qui est nouvellement diabétique, a besoin qu'on lui apprenne sur ça, mais ça, on va dire, je dirais, géré par ailleurs. Mais du coup, en effet, on peut notamment aujourd'hui inclure, bah, les patients, justement, peuvent maintenant bah, prendre, on le voit beaucoup aujourd'hui, les patients prennent en main leur propre santé. Euh, et donc, justement, bah, ça va moduler bah, ce qu'on va dire aux patients. Parce que justement, bah, donner du jargon médical pour un patient, on va dire un patient lambda, c'est pas forcément la meilleure idée. L'idée est plutôt bah, d'accompagner le patient sur quoi faire si jamais il a ce qu'il a. Euh, voilà. De, de plutôt planifier l'après, donner à planifier l'après. Ok. On va reprendre des petites questions pour Cyril. On a donc Laurent qui se posait la question. Donc, quelle est votre estimation aujourd'hui pour l'applicabilité de la deuxième édition de la 62-304, pardon. Donc, une slide indiquée mai 2028. En effet, oui, on est dans ces ordres de grandeur. Voilà, mai 2028, certainement. Bon, aujourd'hui, on n'a pas. La norme 62304, il y a eu plusieurs tentatives de mise à jour de cette norme. On espère que cette fois-ci, ça va être la bonne. Voilà, avec une deuxième version de la norme va enfin sortir, hein. C'est une norme qui date de 2015. Alors 2006 pour la première version, ça fait 20 ans. C'est très vieux, entre guillemets. Donc, on espère que la norme 62304 va sortir. Donc, 2028, c'est un petit peu, je pense, un petit peu pessimiste comme date. On espère qu'elle sortira avant. Voilà. Ok, très bien. On avait également une question de Lorenzo. Dans le diagramme du processus de gestion des données, il me semble que c'était à la diapo 20. À quoi correspond la flèche en pointillé de data preparation vers prepared data, pardon, sans passage par data review? Tant la partie droite du diagramme que la partie gauche, c'est de l'itératif. OK? Et donc, on peut très bien avoir ce que j'appellerais des dry runs, OK? Des pré-entraînements de modèles, de modèles candidats avec des données qui n'ont pas encore été validées, OK? Qui n'ont pas encore passé le data review pour finalement anticiper les choses, pour anticiper les choses en matière de données véritablement préparées, entre guillemets, le dataset officiel qui va servir à trouver le modèle IA candidat. Voilà, donc c'est juste quelque chose entre guillemets, de non officiel dans le process pour accélérer le processus de choix du modèle candidat, ok, d'examination, de découverte du modèle candidat qu'on va utiliser sans passer par une phase on va dire, formalisée de revue du modèle, quoi. Voilà. Alors, en la matière, je vais aussi, comme les planches étaient un petit peu floues, j'ai remis en lien dans le chat le lien vers les templates de Data Management Plan et Data Management Report, ok, qui permettent de documenter ce processus de gestion de données que l'on a sur cette planche-là. Voilà. Alors, je pense qu'on a encore le temps de prendre quelques questions, vu que vous êtes plutôt curieux, c'est plutôt cool. Donc, on avait une question de Maya qui se demande pour la gestion des risques liés à un LLM.
Quelles sont les normes en plus de la 14971 et quels sont les guides sur lesquels se basent les organismes notifiés? Alors en effet, je dirais que le LLM, c'est le sujet dans lequel je disais que l'état de l'art se construit. Pour les LLM, l'état de l'art est encore en plus en cours de construction. Voilà, hein, c'est une technologie qui évolue vite. Et évidemment, le réglementaire ben, est un petit peu derrière. En matière d'analyse de risque, aujourd'hui, les normes qui vont s'appliquer, ça donc la 14271, on a donc une norme ISO TS 24971-2 sur l'application de l'ISO 14271 qui va sortir pour les IA. C'est le premier bandeau rouge que vous avez dans la planche. Là. Vous avez un premier bandeau rouge sur la 24971, un deuxième bandeau rouge sur la 62304. Donc ce sera finalement une TS, une Technical Specification, qui viendra compléter la 14271 sur la partie analyse de risque de dispositifs médicaux qui contiennent de l'IA. Très Il y a bien. d'ailleurs des drafts qui circulent. Il devrait y avoir un draft qui va circuler de manière publique bientôt. Donc, abonnez-vous aux alertes de l'AFNOR sur la circulation des drafts pour avoir accès à ce document-là. Alors, on va continuer avec une question de Lamia, qui se demande si un DM est automatiquement en haut risque à partir du moment où il est de classe 2A ou plus, donc intervention d'un organisme notifié. Avec l'IA Act, la réponse est oui. Ok. Ouais. Alors, est-ce que il y a encore des petites questions? Une question de Richard. Comment gérer les IA à apprentissage non supervisé? Par exemple, des algorithmes de clustering, pardon, Du pour tanning, identifier ouais, des des cabinets. sous-groupes structurels. Alors que ce soit du clustering ou un autre modèle d'IA, que ce soit de l'apprentissage supervisé ou non supervisé, finalement, les normes que l'on trouve hors DM, hein, aujourd'hui les normes côté DM se construisent, de toute façon se penchent essentiellement sur la préparation des données, hein, le fait d'avoir les bonnes données. Hein, le data management process, c'est vraiment ça qui est important. Donc, que vous soyez en supervisé ou non supervisé, de toute façon, il faut avoir les bonnes données. L'apprentissage lui-même, qu'il soit supervisé ou non supervisé, il n'y a pas forcément de différence. Ce qui va compter beaucoup, c'est le protocole de validation et le rapport de validation IA. Voilà, c'est surtout ça, le protocole de test de performance de votre IA. Je vais être plus spécifique dans mon langage. Le protocole de test de performance de votre IA, le rapport de test de performance de votre IA, c'est ça qui va compter. Et finalement, entre la préparation des données et les tests de performance, ce qui se passe entre les deux, que ce soit d'apprentissage supervisé ou non supervisé, c'est pas forcément là qu'on va avoir le plus d'exigences, je dirais, dans l'état actuel des choses. Sur l'apprentissage supervisé, bien sûr, on aura l'exigence de la qualification des personnes qui supervisent l'apprentissage. Voilà, quelque chose qui n'existera pas sur de l'apprentissage supervisé. Voilà, ça va être essentiellement la différence entre les deux. Alors, on a encore deux petites questions de Kaina. Donc, la première question, c'est quelles sont les exigences réglementaires concernant le stockage de données, images utilisées dans l'entraînement, la validation et le test, HDS obligatoire? Et enfin, est-ce que les logiciels Xcode, environnement de codage Swift Apple, PyCharm, environnement Python et GitHub, utilisés pour développer un DMIA, donc elle précise classe A, 2A, Ouais, classe j'ai vu. B, classe Ouais. B, 2B, sont des applications logicielles à valider. Alors, première question sur le stockage des données. Si vos données sont anonymisées, au sens anonymisé, au sens du RGPD et au sens de la CNIL, okay, c'est-à-dire qu'on ne peut pas remonter au patient, je vais exagérer le trait, en faisant une enquête policière, vous ne pourrez pas remontrer au patient. Okay, dans ce cas-là, vous n'avez pas besoin d'HDS. À partir du moment où vos données ne sont pas anonymisées, mais qu'elles sont pseudonymisées, c'est-à-dire que vous avez un ID de patient et la table de correspondance non ID reste stockée dans l'hôpital, par exemple. Voilà, même dans ce cas-là, que ce soit des données identifiantes ou des données pseudonymisées, il faut être HDS. Voilà, il faut que vos données soient stockées dans un data center HDS. Voilà.
Première partie de la question. Deuxième question, les logiciels de développement, que ce soit du Xcode, du PyCharm, du Monade, du GitHub, etc., tous ces logiciels-là sont vus comme des applis logiciels de conception du dispositif médical et tombent dans le scope de la clause 4.1.6 de l'ISO 13485. Donc oui, ce sont des applications à valider. Encore une fois, je vais insister là-dessus, il faut considérer ces applications comme des applications de risque faible pour éviter d'avoir la litanie du QI, QOQP sur ce type de logiciel. Ça va être impossible à faire de toute manière. Okay, logiciel de risque faible, pourquoi? Parce que à chaque fois qu'il va y avoir, et si on imagine qu'il y avait un dysfonctionnement de ce dysfonctionnement du logiciel sera détecté dans les phases aval du cycle de développement logiciel, que ce soit en revue de code, que ce soit en revue de conception, que ce soit en vérification, que ce soit en validation, les problèmes posés par ce logiciel seront détectés en aval du développement. Voilà, ce qui nous permet de les placer dans un risque faible et d'alléger très fortement la validation de ces logiciels, même s'ils tombent dans la clause 4.1.6 de l'ISO 13485. Eh bien, merci Cyril pour les réponses. Ça a l'air d'être à peu près tout pour les questions. Pour le moment, n'hésitez pas hein, à poser vos questions si vous en avez d'autres. Et puis, Du coup, on va conclure, hein, il est on déjà... va pouvoir conclure. On a déjà bien dépassé. Oui. Ouais. Merci à tous hein, pour vos questions, pour votre attention. Peut-être certaines questions vous viendront par la suite, donc vous aurez nos supports avec nos coordonnées. Donc n'hésitez pas à nous contacter ultérieurement, à revenir vers nous, soit pour des prestations bien évidemment, mais aussi si vous avez des questions comme vous avez pu le poser aujourd'hui. C'est ça. Et pour rappel, le webinaire sera disponible en rediffusion hein, sur notre chaîne YouTube. Et nous vous enverrons également les PDF de présentation de Thomas ainsi que de Cyril. Voilà. Merci Merci à tous. Bonne journée et bon appétit. Merci, bonne Bon journée. appétit à tous. bientôt. Merci à tous.